Les conversations Diana. 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 Bonjour et bienvenue dans ce podcast de conversation, pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit des conversations Diana, donc les nôtres. Je suis Nadia Boucheni, journaliste et cofondatrice de Diana. Ah, c'est à moi. Oui. Bonjour. En effet, c'est Diana, les nôtres, les conversations. Je suis Nora et je co-présente aujourd'hui avec ma chère collègue Nadia Boucheni. Alors on revient après de longs mois sans nos conversations. Et forcément, ça nous a manqué. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas encore, Diana en darija marocain, ça veut dire « à nous ». Et avec ce magazine en ligne et donc ces conversations, on avait envie de créer un espace qui nous appartenait pour aborder des sujets qui nous concernent et mettre en avant nos expériences, nos points de vue, nos avis, tout ce qui nous concerne. Donc là où le magazine tient à donner la parole aux personnes issues de l'immigration postcoloniale au sens très large, on va dire, ces conversations, on a décidé de rester entre nous, entre femmes d'origine nord-africaine, pour aborder différents sujets. Et comme à chaque fois, on partage notre table avec deux femmes extraordinaires qu'on va vous présenter dans pas longtemps. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'écriture avec deux expertes. Écrit-on pour soi ou pour les autres ? C'est la question qu'on va se poser. Et des questions, j'en ai énormément à vous poser. En effet, nous allons parler de l'écriture en France, sujet ô combien sensible. Je me suis toujours posé la question, qui a le droit d'écrire et d'être publié ? Quand on se lance dans l'aventure littéraire, doit-on maîtriser tous les codes de ce monde ? Est-ce que lorsqu'on est une femme d'origine nord-africaine, on est plus exposé à l'hypercorrection, comme a si bien souligné la brillante Kautar Archi dans un de ses tweets ? Est-ce facile de raconter son histoire avec son style, comme l'a fait avec brio Faiza Guène dans Kif Kif Demain ? J'ai tellement de questions à vous poser, j'ai hâte de commencer cette conversation et je suis honorée d'être parmi vous. Alors, donc, comme tu nous l'as dit, aujourd'hui, on a parmi nous tout d'abord Kautar Archi, qui est donc romancière, auteure, sociologue de la littérature, si je ne me trompe pas, également chroniqueuse dans le podcast féministe Quoi de Meuf, et auteure, entre autres, de l'essai « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne » ou encore du roman « À l'origine, notre père obscur ». Et tu écris également pour la presse en ligne, la revue Ballast, je crois, et certainement d'autres également. Le point commun de tous ces travaux, un engagement fort, assumé, antiraciste, féministe également, c'est ça ? Communiste. Communiste, alors oui, pourquoi pas. Écologiste aussi, peut-être ? Avec une dimension écologiste aussi, ouais, dans une perspective postcoloniale. Ok, comme ça, c'est hyper complet et vaste, donc on est ravis de t'avoir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et également Faiza, que je laisse Nora te présenter. Et oui, en effet, Faiza Guène, écrivaine, publiée à l'âge de 19 ans. Elle rencontre un succès international avec son livre Kif Kif Demain, traduit en 26 langues, c'est ça ? Oui. Plus de 400 000 exemplaires vendus. Faiza publie par la suite 5 romans. Elle encourage l'écriture, toujours et encore. Faiza inaugure une bibliothèque, participe à des dictées géantes. Directrice littéraire pour des livres de Grace Lee. Absolument. Réalisatrice, scénariste, actrice. Les mots pavent le parcours impeccable de Faiza Guène. Elle vient d'ailleurs de sortir son 6e roman, La discrétion aux éditions Plomb, qui met en avant une mère immigrée, Yamina. On en reparlera tout à l'heure. Ça va, Faiza ? Très bien, merci Nora. Alors, on va commencer tout de suite cette conversation autour de l'écriture. Et en vrai, la première question que j'avais envie de vous poser à toutes les deux, puisque vous avez été publiée assez jeune, il me semble, Faiza encore même 17 ans, 19 ans, je sais plus. 19 ans. Donc, on sortait tout juste de l'adolescence. Kautar, tu avais la vingtaine, je crois, c'est ça ? La vingtaine, tout à fait. Ce qui est relativement jeune pour être publié, je trouve. Mais comment, avant d'arriver à la publication, en fait, comment on décide d'écrire ? Est-ce qu'on se dit que c'est un besoin quasi vital de poser par écrit ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de dire ? Comment se fait ce déclic-là d'abord ? Et surtout quand on est une femme, une jeune femme d'origine nord-africaine, est-ce que tout ça a été quelque chose que vous avez pris en compte quand vous avez commencé, ou ça s'est fait en fait naturellement sans se poser de questions ? Qui veut répondre en premier ? Je sais que pour ma part, j'étais vraiment plongée dans l'écriture depuis très longtemps. Mais c'était une écriture qui était particulière. C'était ce qu'on peut appeler les écritures scolaires. Là, je pense qu'on est toutes et tous concernés par cette question-là. Mais c'était aussi beaucoup d'écritures ordinaires. Je les appelle comme ça. Et les écritures ordinaires, ça peut être
remplir un document pour l'assurance maladie, ça peut être rédiger un courrier que le parent va transmettre au responsable du HLM, ça peut être inscrire une adresse sur une enveloppe pour que le père aille la poster. Donc voilà, je sais que c'est des choses qu'on ne prend pas toujours en compte. Dans les familles bourgeoises, c'est plutôt des activités qui sont prises en charge directement par les parents. Mais je sais que dans ma famille, et puis je pense que dans beaucoup de familles populaires notamment, ces écritures-là, elles sont souvent déléguées aux enfants du fait qu'ils écrivent bien, ils écrivent droit, ils écrivent sans faute d'orthographe, etc. Et c'est quelque chose qui compte pour le traitement du dossier, etc. etc. Donc, c'est un rôle un peu d'écrivain public, mais au ouais, sein de la famille. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui compte parce que du coup, très vite, ce type d'écriture-là, qui sont généralement des écritures qu'on ne voit pas, auxquelles on ne fait pas attention, elles participent quand même à donner une place particulière à l'enfant dans la famille. Je trouve que moi, j'étais l'aînée, donc ça a ajouté un rôle particulier dans cette sorte de tâche administrative. En plus, j'étais une fille, donc la dimension administrative et genrée ici, elle est encore plus marquée. Et c'est vraiment que très tard que je suis passée des écritures scolaires, ordinaires, à l'écriture littéraire. Vraiment très, très tard. J'aimais pas particulièrement lire, j'aimais pas particulièrement écrire. Mais à un moment donné, dans la démarche d'inscription à l'université, etc., je me suis retrouvée avec beaucoup plus de temps pour moi. Et du coup, c'est là où l'écriture, petit à petit, je me suis dit, bon, ce serait intéressant d'écrire. Je le dis comme ça, c'est très compliqué de reconstituer le moment exact en vérité. Mais je pense que ça inscrit dans des processus comme ça d'habituation qui peuvent être décrits comme ça, quoi. Et toi, Faiza ? Je trouve ça très intéressant de relever justement cet aspect de ce que tu appelles écrivain public, parce que c'est quelque chose de tellement... commun presque, en fait, commun, pour certaines personnes. On ne relève plus, mais c'est vrai, c'est-à-dire que le geste de l'écriture, il a un sens, une signification qui est déjà de l'ordre de la responsabilité. Et faire le lien, je trouve que c'est une belle chose. Moi, j'ai un rapport à l'écriture qui est particulier parce que je me rappelle avoir écrit, c'est-à-dire je me rappelle, j'avais un carnet de brouillon et je ne savais pas encore écrire. J'étais toute petite, c'est des choses qui marquent, tu vois, mais je faisais des vagues avec un stylo et je disais j'ai écrit un livre. Et j'étais toute petite. Mais j'ai toujours eu une sorte de fascination pour ça. Après, tu as posé la question en disant pour écrire, à quel moment. Et en fait, écrire et publier, pour moi, ça a été deux choses, vraiment deux actes qui sont totalement différents. Moi, l'écriture, pour moi, c'était vraiment, depuis toujours, la manière la plus naturelle de m'exprimer. Donc, j'ai écrit, et assez vite, en fait, de la fiction. J'écrivais des petites histoires pour mes copines à l'école. Puis, je me rappelle, j'avais comme un journal de bord, mais fictif, où il y avait un épisode par jour. Et c'est des choses comme ça que j'ai écrit tout au long de mon enfance et puis de mon adolescence. Et je pense que j'aurais pu continuer à faire ça toute ma vie. Et j'aurais très bien pu ne pas jamais penser à la démarche de me faire publier. C'est pour ça que je dis que je sépare vraiment les deux actes. Et du coup, écrire comme ça tous les jours, une petite histoire, quelque chose de fictif, ça te paraissait... Enfin, tu réfléchissais même pas au fait d'inventer une histoire. C'était... qu'est-ce que tu t'essayais de dire, en fait, d'exprimer par cet exercice-là quotidien ? C'est étrange parce que c'était très instinctif. Et c'est vrai que c'était comme être dans une bulle qui n'était pas vraiment les exercices de l'école, ni justement la tâche administrative de remplir les papiers, d'écrire les lettres pour les oncles et tout. C'était autre chose, c'était à moi, c'était mon espace à moi, et c'est quelque chose qui était confortable. Après, assez tôt, en fait, au tout début de l'adolescence, j'ai fréquenté des ateliers d'écriture dans mon quartier à Pantin. Et puis, j'ai écrit, réalisé des films, des courts-métrages. J'ai très vite touché un peu à tout. Et c'est donc mon prof de l'époque qui m'a repéré là dans cet atelier. J'ai écrit le début de mon premier roman. Puis il y a eu cette rencontre en fait avec l'éditrice par le biais de ce prof qui a été entre guillemets, je dis accidentelle volontairement, mais je pourrais expliquer pourquoi je dis accidentelle. Donc voilà, j'ai publié ce premier roman, mais sans jamais me dire que... C'était pas prévu. Non, pas du tout. Je n'aurais jamais fait cette démarche toute seule. C'est intéressant ce que vous relevez toutes les deux, en fait, de dire qu'à un moment donné...
prendre le temps de se poser et d'écrire quelque chose qui ne serait pas d'écriture administrative, etc. C'était un moment pour vous. C'était vraiment dans cette démarche-là de se dire, ça, je fais ça pour moi, je fais pas ça pour faire le courrier de l'oncle ou du parent ou faire plaisir aux autres. C'était avant tout pour moi. Oui, je crois que c'est un acte qui est individualisant. Je pense que pour des jeunes filles, etc., c'est très difficile Faiza nous dira, mais en tout cas de mon point de vue, de détacher l'acte d'écrire du contexte. Et là, en l'occurrence, étant donné les âges qu'on avait, des contextes familiaux, en fait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de complètement déterminant dans tout ça. Je sais que si, par exemple, je m'étais projetée dans le fait de passer toute ma vie avec ma famille, je pense vraiment que l'idée d'écrire me serait jamais venue à l'esprit. J'aurais été simplement dans un vécu quotidien. Mais quand j'ai commencé à me dire j'aimerais quitter ma famille et partir vivre ailleurs, poursuivre mes études ailleurs, etc., c'est en conséquence que dans mon cas, l'écriture est arrivée. Et c'est intéressant ce que dit Faiza, parce que pour le coup, j'ai une expérience inverse. C'est que pour moi, l'acte d'écrire, il avait quasiment aucun sens s'il n'était pas immédiatement relié à l'acte de publier, en fait. C'est pour ça que je dis que je viens très tard à l'écriture, parce qu'en vérité, je viens à l'écriture dans la nécessité absolue d'être publié. Et je sais que pour moi, à cette époque-là, c'était une vraie nécessité, pas d'écrire. Ça, je considérais qu'écrire, c'était mon travail, mais j'étais obnubilée par la publication. Et pour moi, c'était ça l'important, c'était de devenir public, c'est-à-dire de sortir de l'espace privé. Et pour moi, sortir de l'espace privé, c'était faire quelque chose qui est proche de l'univers scolaire, dans l'idée de réassurer les parents des inquiétudes qui sont les leurs par rapport à tout ce qui n'est pas scolaire. Et c'était vraiment... Enfin, voilà, plus j'entends Faiza et plus j'entends d'autres personnes parler de cet acte-là, et plus je me rends compte à quel point, dans mon cas, c'était vraiment une tâche absolument... c'était vraiment une écriture nécessaire, mais pas la nécessité impérieuse des grands écrivains bourgeois, blancs, masculins, etc. Vraiment nécessaire au sens de utilitaire. J'avais besoin de réaliser quelque chose, de poser un acte, et j'avais besoin que cet acte il se matérialise en quelque chose de concret. Et il se trouve que c'était l'écriture, parce que l'école nous familiarise beaucoup à cet acte-là. Et est-ce que, du coup, dans les sujets que vous avez commencé à aborder, alors, bon, Faiza, t'étais très jeune, mais peut-être après, une fois que tu as commencé à être publiée, est-ce qu'on se dit, voilà, parce que je suis une femme, parce que je viens de tel genre de quartier, de telle immigration, est-ce qu'on se force un peu à écrire sur certains sujets ? Ou est-ce que c'est tout simplement, ils viennent naturellement, écrire sur l'immigration, sur le racisme, sur le féminisme, ce genre de choses ? Ou est-ce que c'est pas du tout pensé, en fait, et ça vient assez naturellement ? Est-ce qu'en fait, on se sent obligé de... Vous savez, on dit souvent de bien représenter, tu vois, avec de gros guillemets. Est-ce qu'on se sent obligé de parler de ces choses-là parce qu'on se dit, bah, si c'est pas moi qui le fais, qui va le faire, en gros ? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, bah, c'est ce que je vis et je peux que parler de ce que je vis de manière décalée ? Moi, je me sens comme très privilégiée par rapport à cette question, parce que comme j'ai écrit, et même avant, c'est-à-dire dans mon parcours associatif, quand j'ai écrit avec... et j'étais souvent dans des écritures collectives sur les courts-métrages, on était des groupes, filles, garçons mélangés, on était donc entre nous. Et donc la question ne se posait pas, parce qu'on n'avait pas forcément idée que les textes ou les films qu'on écrivait allaient être très exposés. Tu vois, ça restait quand même dans le domaine confidentiel. Vous, ouais. Donc en fait, spontanément, on écrivait des choses qui nous apparaissaient comme être importantes. Donc c'était vraiment de l'environnement immédiat, des choses assez familières, sur nos familles, sur un peu la vie du quartier, et puis des histoires adolescentes en fin de compte, parce que c'est aussi surtout la tranche d'âge qui déterminait aussi les sujets à l'époque. Parce qu'on n'était pas amené à sortir de nos environnements, donc c'était les mêmes sujets qui revenaient. Mais si vous voulez, c'est quelque chose pour moi qui est très précieux. C'est-à-dire que cette spontanéité-là, je l'avais pour Kiff Kiff Demain, parce qu'évidemment, j'ai commencé à écrire ce roman sans m'imaginer une seconde qu'il allait être lu par autant de monde. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais jamais écrit de la même façon.
Je pense que ça demande plus c'est compliqué, quoi, parce que tu dis, bon, là, je vais être lue, et donc tu as cette responsabilité, effectivement. Je l'ai eu un peu après, c'est-à-dire sur le deuxième roman, et je m'étais dit, il ne faut pas que j'y réfléchisse. C'est-à-dire, c'est quelque chose, j'ai assez vite, je me suis dit, il ne faut pas que je commence à me dire, on va me lire, on attend ceci et cela de moi. Il faut que je garde ce truc que j'avais déjà depuis l'écriture de mes courts-métrages et puis le premier roman. Je vais raconter ce que j'ai envie, et c'est devenu un peu compliqué en fait, à la réception des romans, mais quand ils étaient lus par des gens donc, qui avaient une perception complètement différente, étrangère à ma vie, à mon environnement, et les injonctions de on attend que vous écriviez sur tel ou tel sujet, toute cette violence-là, en fait, de ce que j'appelle de violence intrusive, c'est-à-dire de rentrer dans l'œuvre, comme c'est le cas pour d'autres auteurs, malheureusement encore, qui sont des auteurs racisés. Et donc, on doit préserver ce que j'appelle ce truc précieux. Pour moi, je dois le garder jalousement. C'est-à-dire, j'ai l'impression de me bagarrer pour garder cet espace libre. C'est moi qui décide, et j'écris ce que je veux, qui a l'air un truc normal pour tout artiste ou tout écrivain, mais qu'on doit, en fait, se bagarrer pour garder. Et toi, Kauta, est-ce que tu as eu cette réflexion-là? Peut-être pas cette obligation, mais est-ce que tu t'es posé la question? Maintenant, avec du recul, et c'est ce que dit un peu aussi Faiza, en tout cas, c'est ce que j'entends dans ses propos, c'est que cette période qui précède la publication, je la vois aujourd'hui comme une forme de paradis perdu, en fait. C'était un moment exceptionnel où je pensais que la publication, c'était quelque chose de particulier. Il se trouve que c'est quelque chose de particulier, mais dans une autre perspective. Et je pense qu'effectivement, le premier roman qui s'intitule Les Zones Cinglées, il était vraiment très empreint de l'univers dans lequel j'étais à cette époque-là. Et il se trouve que voilà, ça coïncidait avec une période où je lisais beaucoup de romans d'auteurs algériens, très, très fortement, un peu marocains, un peu moins encore tunisiens. Et donc, du coup, pour moi, la problématique, pour le coup, sexuelle, qui était très présente dans les livres de Rachid Boudjidrat, Kateb Yassine, de gens comme ça, étaient des choses qui m'intéressaient. Et puis, j'étais très fascinée à l'époque par les groupes de garçons, etc. Et puis, bon, on était nous, une famille de femmes, donc j'avais l'impression que ces garçons étaient très lointains de ma vie. Donc voilà, j'avais un imaginaire qui incluait des garçons qui, dans ma vie quotidienne, étaient plutôt absents. Donc c'est assez naturellement que mon premier roman s'est inscrit dans ces problématiques-là, dans la problématique masculine, plus homosexuelle, plus particulièrement. Quand j'y repense, je me dis que c'est étonnant. Mais ça, je l'ai perdu. Ça, je l'ai perdu parce qu'après la confrontation immédiate avec l'éditeur, ça a brisé quelque chose, en fait. Je sais que moi, ma trajectoire, je peux vraiment la décrire en termes de miroirs successifs qui se brisent. Et c'est bien parce que je trouve que je gagne en lucidité. Et donc, du coup, je me désenchante. Et je pense que ça me permet de gagner en force plus politique. Je pense que chez moi, il y a vraiment ce passage-là d'un enchantement très, très naïf à une forme de radicalité plus téméraire, plus engagée, etc. Mais c'était un beau paradis. À l'époque, c'était un beau paradis de croire que quelque chose était absolument ouvert, alors qu'en fait, c'est moins ouvert que ce qu'on peut croire. Tu as quelque chose? Oui, vas-y. Oui, moi, par rapport à ça, c'est toutes les deux, donc vous êtes des jeunes femmes, vous décidez d'écrire, vous écrivez, et il y a cette grosse machine qui est le monde de l'édition et la publication. En tant que très jeune femme, vous n'avez pas vu ça comme quelque chose de complètement labyrinthique, fou, ou justement c'était plutôt, on vous a proposé voilà, le travail rêvé sur un plateau d'argent, tu vas être écrivaine. Enfin, comment ça s'est passé? Parce que la rencontre des deux mondes, à un moment donné, elle se fait. Et comment elle se passe, en fait, à ce moment-là? D'abord, j'ai pas du tout le sentiment qu'on m'a servi les choses sur un plateau d'argent. Et à l'époque, et malgré le succès, c'est ça qui est compliqué, parce que c'est complexe d'expliquer ça. Mais moi, surtout avec le recul, c'est beaucoup plus simple pour moi maintenant, parce que j'ai déconstruit plein de choses. J'avais l'impression d'être dans une lutte permanente, en fait. J'ai pas du tout savouré mon succès.
Tu vois, et en plus, comme j'ai pas décidé de publier, c'est-à-dire que j'ai pas décidé, moi, de devenir écrivain, sans avoir idéalisé, c'était déjà tellement violent, mais si j'avais idéalisé, c'est pour ça que ça me touche ce que dit la Kautar. Si j'avais eu ce rêve de devenir auteur, je sais pas, je pense que j'aurais pu arrêter et être vraiment découragée. Là, c'est une bagarre tout le temps. Et vraiment, et pour quand je parlais tout à l'heure de cet espace à préserver, vraiment, je vous jure, ça a été très compliqué parce que personne ne comprenait. Il y avait une partie des gens qui disaient « mais t'as trop de la chance, c'est génial ce que tu vis ». Donc, j'osais même pas parler de la violence et des difficultés que j'ai rencontrées avec ce milieu. J'arrivais pas à en parler, j'étais très jeune et c'était une époque où on était très peu présentes. Donc, les jeunes femmes d'origine nord-africaine dans le milieu de l'édition, c'était quelque chose, quoi. Donc c'était une violence permanente et j'avais aucun précédent, pas de référence pour pouvoir me défendre ou réagir, ou je n'étais pas entourée. C'était très très difficile. Donc en fait, pour moi, c'est une expérience qui était à la fois extraordinaire et à la fois très pénible et très très dure à vivre. Donc j'ai pas vraiment savouré ce succès. J'ai juste développé plein de stratégies de défense, donc comme une boxeuse en fait, pas comme une romancière. Et je le regrette, mais à la fois, je rejoins Kautar, c'est-à-dire que ça tu vois, la déconstruction, elle est, tu le fais à une vitesse incroyable. Donc forcément violent. Et très violent, ouais. Mais moi, quand je te parlais de plateau d'argent, c'est eux en face, les éditeurs et les gens, les éditrices, les gens professionnels. Est-ce qu'ils ne vous ont pas fait miroiter « ça va être beaucoup plus facile maintenant que tu vas être édité, que tu vas être publié ». En fait, dans le paysage de l'édition, des médias surtout, quand même, bon, je voudrais pas... j'ai heureusement rencontré aussi des gens dans ce parcours qui ont été super et tout, hein, mais c'était plus que ça, c'était l'impression qu'on est en train de te sauver la vie. Voilà. Putain, c'est au-delà du plateau d'argent. C'est horrible. Ah non, c'est... C'est le white savior qui vient te sortir de ta condition de jeune femme de banlieue, etc. Pour compléter ce que je disais tout à l'heure, à la fois, c'est-à-dire quand je dis les miens, donc les gens qui me ressemblent et qui étaient vraiment, qui avaient... Moi, j'ai senti beaucoup de bienveillance, beaucoup de fierté. Donc vraiment, c'est ça qui m'a sauvée, c'est-à-dire quelque part. Et de l'autre côté, j'avais l'impression de tout d'un coup d'être redevable parce qu'on m'avait sauvé la vie, clairement. Et j'étais décevante. Je me sentais décevante en permanence parce que j'avais pas le schéma de la jeune arabe, tu vois, qui est prisonnière d'un patriarcat arabo-musulman, tu vois. Et j'étais pas dans ce rôle-là. Donc dès qu'on me mettait dans ça, je disais, non, moi, ça va, je suis contente de vivre là où je vis, j'ai une famille aimante, j'ai eu de la reconnaissance, donc j'en ai pas besoin, ça va, merci et tout. Et j'étais décevante. Tu vois, je sentais que c'est pas la bonne réponse apparemment, tu vois. Mais tout ça, c'était très intuitif. Parce que je n'étais pas préparée à ça. Tu le verbalisais pas comme non, mais ça. C'est incroyable, comme vraiment ce truc du sauveur blanc, je l'ai compris dans cette expérience vraiment très fortement, quoi. C'est ce genre aussi de ressenti que tu as eu, Kautar, quand tu parlais de désenchantement des illusions avec les éditeurs? Je trouve que le travail avec les éditeurs, il est particulier parce que leur travail, c'est de construire un catalogue, ça veut dire c'est de créer des classements. Donc du coup, nous, objectivement, immédiatement, on est très vite classés aussi. Et les classements, ils dépendent peu de nous. Et je sais que pour mon premier roman, j'ai découvert vraiment très tardivement, plusieurs mois après la parution du livre, que le livre était classé en jeunesse, par exemple. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup heurtée, parce que j'avais le sentiment que j'étais dans quelque chose de particulier, que j'étais pas dans le général. Donc déjà, ce classement-là, il m'avait un peu perturbée. Je comprenais pas vraiment ce qu'il en était. Voilà, c'était un classement par âge qui interférait avec un classement par thématique aussi, des choses comme ça. Mais je pense que le travail avec les éditeurs, il est effectivement difficile parce que très rapidement, en fait, si on n'est pas dans une forme d'affirmation, et d'affirmation qui est souvent une affirmation qui doit emprunter des codes masculins, pour pas dire une affirmation virile ou même viriliste, très rapidement, on peut se retrouver transformé en une sorte d'écran blanc de projection, comme l'écran blanc au cinéma, sur lequel tous les différents acteurs de cette chaîne-là vont projeter sur vous quelque chose
Leurs attentes à eux, en fait, sur ce que tu leur es, ce que tu représentes. Ouais, ouais. exactement, d'attente, de perception. Et c'est très difficile parce que moi, je sais que j'avais ressenti qu'ils étaient, eux, ces acteurs-là. Et encore une fois, hein, en disant ça, il n'est pas question de dire il y avait des bons, il y avait des méchants. On sait très bien que les processus de sexisme, de racisme, etc., ils s'entendent et ils s'articulent très bien avec des relations d'amitié, des relations de coopération, de coproduction, etc. Mais ce que je sentais beaucoup, c'était que j'étais pour eux la représentante d'un groupe, qui était un groupe que moi je ne possédais pas. J'aurais adoré être issue d'une grande... famille complètement fonctionnelle. Enfin, je me disais, mais c'est bizarre, en fait. Moi j'ai pas ça, et c'est bien pour ça que je suis là. Je suis bien là, parce que sinon, je serais restée en paix chez moi, dans ma chambre à coucher. J'aurais été très, très, très contente. Et eux, au contraire, étaient des individualités parfaites. Et voilà, j'étais très étonnée de ça. J'étais très étonnée d'être tout d'un coup responsable, quasi moralement, de l'image d'un groupe, alors que d'autres écrivains, eux, n'étaient responsables que d'eux-mêmes et que de leurs œuvres. Et là, on est vraiment dans des mécanismes qui est moderne, qui est archaïque, qui est en retard, qui est en avance. Et ça, c'est vraiment des mécanismes qui sont très violents. Et on peut continuer, la chaîne est longue, les médias, les libraires, tout ça participe encore après du renforcement de ces processus-là de représentation et d'identification par l'extérieur, en fait. J'ai deux questions qui me viennent à l'esprit avec ça. Ça renvoie un peu à ce que tu racontes dans le film de Keira Mameri, Nos Plumes, où tu racontes effectivement les premières promos à l'époque de Kif Kif Demain, et puis j'imagine juste après, où on vient te parler des émeutes de banlieue, etc. Et on te demande ton avis à toi, comme si tu étais la représentante de toute la banlieue, puisque finalement, c'est la seule personne issue de ces banlieues qui les ait reçues sur leur plateau. Donc, tout de suite, tu deviens le porte-parole, le porte-drapeau de tout un groupe. Non, mais Kautar l'a très bien dit et analysé. En fait, c'est un phénomène... Moi, j'ai l'impression que tu te confrontes en fait, à une succession d'injustices. En fait, la première injustice, c'est de ne pas avoir le droit d'être soi. C'est-à-dire que tu incarnes et tu représentes. Tu n'es pas, tu représentes un groupe. Alors, c'est tantôt les Arabes, les banlieusards. C'est toujours quelque chose, mais qui est toujours... Tu es dans une masse. Et puis, donc, ça te met face à aussi un conflit de loyauté, parce que derrière, tu as plein de gens qui te disent « mais tu nous représentes aussi ». Donc, tu vois, tu es dans un truc où on te dit mais toi, tu as la chance de pouvoir parler, tu as la chance de pouvoir dire des choses. Tu n'as pas le droit de dire je ne suis pas le porte-parole, parce que c'est comme si tu te désavouais. Donc, tu vois, tu es en permanence en train de toujours considérer toutes ces choses-là, alors que toi, tu es là et quelque part, y a des moments où tu te dis, en fait, je voudrais juste parler de mes livres, de mes personnages, parce que pour moi, c'est ça qui est politique. C'est ça qui est important aussi, c'est de dire, voilà, je suis un écrivain, et ça aide à déconstruire ces choses, parce que si tu te présentes comme toi-même responsable ou porte-parole, tu participes quelque part à ça. Donc, tu vois, tu es en permanence dans un conflit intérieur qui, je trouve, qui est très difficile à gérer, qui est très déroutant. Ok. Et la deuxième question m'a échappé, mais elle va revenir. Non, justement, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, en réponse à ça, un peu peut-être en rejet à ces injonctions, est-ce qu'on se dit pas, alors là c'est la personne qui manque de confiance en soi qui parle, est-ce qu'on se dit pas, mais en fait je suis pas légitime pour parler au nom de ce supposé groupe, etc. Est-ce qu'on n'a pas tendance du coup à se mettre en arrière de tout ça Je vais faire un peu la daronne, mais moi pendant 10 ans, vraiment, j'ai été dans ces questionnements autour de ma légitimité. Pour plein de raisons, parce que fille de pauvre, banlieusarde, franco-algérienne, tout ce que ça suppose, tout ce que j'incarne, ces projections, tu vois, toutes ces choses, en fait, ça a été des compagnons pendant des années, et du coup, j'étais dans ces questionnements, ces interrogations, et ce recul, et tu vois, presque cette crainte de ne pas emprunter le costume de quelqu'un, de ne pas être à la mauvaise place, tu vois, à chaque fois. Et en fait, au bout de 10 ans, je me suis dit, j'arrête avec cette question de légitimité. Genre, là, par contre, c'était ma décision.
Ça, c'était une décision pour moi. Je ne veux plus me les poser. Et je pense que ça y est, maintenant, tu vois, ça suffit. Et mon souci, c'est de faire cesser, en fait, ces intrusions, de refuser qu'on colonise aussi mon espace de création. Et pour moi, affirmer ça et dire j'écris sur ce que je veux, et c'est ça pour moi là, mon combat d'aujourd'hui, tu vois, parce qu'il y a eu plein d'étapes, et on en a parlé, il y a plein de moments dans le chemin. Et là, aujourd'hui, dans ce moment, en tout cas, où je suis, là, au roman où j'en suis, j'ai pas envie de me préoccuper de ça. Et à la fois, tu vois, je trouve que c'est hyper important aujourd'hui de pouvoir dire des mots simples comme ouais, en fait, je suis une femme d'origine nord-africaine, je viens d'une famille pauvre, et en fait, d'affirmer ces choses tout en disant je suis une romancière. Après, c'est pas à moi. C'est pas mon rôle. Moi, je renvoie à l'expéditeur, tu vois, c'est la poste. C'est-à-dire, c'est pas à moi de faire le chemin pour les autres. Je l'ai fait, moi, pour moi, déjà. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable, ceux qui n'ont pas cette capacité de se lier à l'autre, j'ai pas trouvé une meilleure façon de le dire, de se lier à l'autre par l'émotion, par l'humanité, par la littérature, par tout ce qu'on peut proposer, mais c'est à eux de régler ça, en fait. Moi, je suis capable de le faire. C'est-à-dire, moi, je peux me lier à une femme blanche, si je lis un livre qui me touche, et même si elle raconte pas mon environnement, si je suis capable de me lier à elle par l'émotion qu'elle me procure. Maintenant, c'est chacun son tour, en fait. Ça y est. Tu vois, je veux que ces questions se règlent. Et que le fait de dire, voilà, je veux pas qu'on colonise mon espace créatif, je suis un écrivain, les sujets, je les choisis. Si j'ai envie de parler des banlieusards et j'ai envie de parler de la banlieue, c'est à moi de le dire. Et c'est à moi de délimiter les frontières de mon monde. C'est ça qui devient un acte politique. T'as vu comment je me suis emballée là, bien sûr. Ouais. Et tu as eu aussi ce rapport-là, Kautar, de décider à un moment donné, où c'était peut-être présent dès le début, de dire mais moi je veux écrire sur ça, et peu importe ce qu'on me demandera comme positionnement, moi ma décision c'est de décider de poser mes limites. Disons que ma trajectoire, elle a juste cette particularité d'être située à au moins 2 niveaux différents, c'est-à-dire qu'en même temps que j'avançais dans le monde éditorial, j'avançais dans le monde universitaire, et pas dans n'importe lequel, mais dans un monde qui était dominé par la sociologie et qui était dominé par une approche très critique des institutions. Donc ça veut dire que j'avais assez clairement à l'esprit, par exemple, que les éditeurs que j'avais face à moi, c'était des capitalistes, par exemple. Ça, c'était quelque chose dont j'ai été consciente très tôt. Et je me disais, parce que je l'avais lu dans des textes que j'avais dû étudier à l'université, que leur force, c'était de gommer cet aspect capitalistique et leur appétence pour le marché, derrière des prétentions plus esthétiques, plus formelles. Voilà, et c'est comme ça que du coup le monde littéraire se prétendait différent des autres mondes, alors qu'en soi il n'est pas différent, il est différemment organisé, mais les rapports de pouvoir et la violence qui s'y perpétuent voilà, sont déterminés plus généralement. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais très clairement à l'esprit. Donc, par exemple, la question de la légitimité, c'est une question que je me suis jamais posée. Assez étonnamment, et je sais que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de femmes que nous sommes. Mais je crois que cette multiposition, elle m'a sauvée, en fait. Le fait d'avoir un pied ici et un pied là fait que je me suis jamais sentie appartenir à ce monde-là. J'y étais parfois, je le fréquentais parfois. J'avais des rendez-vous professionnels qui y étaient liés. Mais pour moi, j'étais une jeune étudiante, j'étais passionnée par mes études, j'aimais la sociologie. Donc mon ancrage, il était sociologique, il était universitaire, il était critique. Et le monde littéraire, c'était un monde que j'avais à côté, et parfois j'y allais. Et puis à d'autres moments de ma vie, ça s'est complètement retourné. Je me sentais
complètement écrivaine, complètement investie dans le monde littéraire. Et le monde universitaire, c'était un monde par lequel je passais, auquel je pouvais appartenir par moment. Donc je pense que j'ai duré. Faïza disait avant, elle évoquait ces 10 années. Je pense que pour ma part, j'ai duré par le fait de passer d'un monde à l'autre en ayant le sentiment que si ce monde ne me convient pas, l'autre sera toujours présent et je pourrai toujours y réchapper. Et ça a souvent été comme ça. Quand des formes de blessures sont apparues dans le monde littéraire, moi, ma démarche a été très analytique à leur égard. Je me disais, mais en même temps, c'est tout à fait normal. En tant que bourgeois, ils doivent préserver ceci, cela. Et je crois que c'est comme ça que j'ai un peu vécu ou tenté de survivre à ces différents processus. Voilà. Je me disais, dans tous les cas, je rentrerai chez moi. Sauf que ce chez moi, il était variant selon les époques. En fait, la sociologie et le bagage universitaire que tu avais, c'était un peu la pilule rouge de Matrix, quoi. Tu voyais tous les codes arriver devant toi, tu voyais les codes de domination, tu voyais les codes de violence. Du coup, tu pouvais déconstruire ou te positionner en disant là, tu essayes de me dominer ou tu essayes de me rabaisser. Et du coup, la légitimité se pose nécessairement parce que tu vois tout de suite ces codes-là, tu as ce bagage-là. C'est vrai que quand tu l'as pas, tu peux très vite être tu vois, complètement. Débordé, assommé même par sûr. la Matrix qui arrive. Mais toi, tu as eu cette chance de voir à froid tout le système qui se met devant toi. Ça met du temps, je trouve, de comprendre le système. Ça met beaucoup de temps. Oui, bien sûr, il faut beaucoup de temps déjà pour comprendre que la situation, elle est très simple. C'est un individu face à des forces sociales, en fait. C'est un individu face à des institutions. Et on a beau... moi, je me rappelle très bien que lorsque mon premier livre a été publié, très rapidement, alors que la question, elle était d'ordre du côté de la question des identités sexuelles, mais très rapidement, j'ai été plutôt entraînée vers des problématiques de banlieue, de choses comme ça. Et moi, ça ne me convenait pas, parce que c'était pas l'univers que j'avais décidé de mettre en avant. Je crois que 3 ou 4 mois après la publication du livre, j'ai organisé une table ronde, je me rappelle très bien, c'était à Bastille, au début de l'année 2010, et ça s'intitulait La littérature de banlieue entre guillemets, point d'interrogation, une nouvelle discrimination. Et j'ai été complètement investie dans ce débat-là, parce que je me disais, il faut absolument que je déconstruise dès maintenant l'enfermement dans lequel on essaye de me faire tomber, en fait. Et j'étais très contente, j'avais invité des professeurs, j'avais invité des éditeurs, je leur avais dit, voilà, vous avez une bouteille d'eau, un micro, vous pouvez dire maintenant ce que vous pensez de tout ça. Donc j'avais sorti de moi, en fait, j'essayais toujours de sortir de moi tout ça, en fait. De sortir de moi tout ça pour ne pas trop le garder à l'intérieur. Mais ça veut dire aussi concrètement que si on s'épargne une part de procès en légitimité, par exemple, on devient une sorte de stratège continu de soi. Et c'est épuisant d'être dans une forme d'anticipation continue de l'action et du discours des autres. Donc ça demande beaucoup de réflexion. Et on perd évidemment la spontanéité, on perd évidemment l'insouciance, on perd ce qui caractérise en plus de manière assez forte la figure dominante de l'écrivain, c'est-à-dire cette espèce de connexion comme ça, quasi surnaturelle. Voilà, on n'est pas dans cette surnature, on est les pieds sur terre, ancrés dans des tas de petits rapports. Et puis c'est très difficile à raconter, comme le disait Faïza, parce que ça tient beaucoup à du discours, à des interactions, ça tient à des regards, à des questions. Donc expliquer tout ça. Il y a beaucoup de non-dits aussi, j'imagine, donc il faut l'interpréter. On n'a peut-être pas toujours les bons outils pour décoder ça sur le moment. Tout à fait.
Je crois qu'on est bientôt arrivé à la fin. Il y a du coup une dernière petite question, mais qui va être rapide. On parlait de légitimité, etc. tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la carrière que vous avez passée et à venir également, est-ce que vous arrivez à assumer de dire je suis romancière, je suis écrivaine, ou est-ce que c'est encore un truc Voilà, moi je vais donner mon exemple personnel. Ça fait certes pas longtemps que je suis journaliste et je bug encore un peu quand je dois le dire, parce que pendant des années je ne me l'autorisais pas. Est-ce que vous avez eu à un moment donné cette réflexion? Est-ce qu'aujourd'hui c'est clair, défini et net? C'est tellement net aujourd'hui. Là, je suis à 2 doigts de floquer un t-shirt, je suis romancière, tu vois, et de le porter tous les jours. Parce que j'ai tellement eu justement ce questionnement que je trouve injuste, et ce truc de l'imposture qui te poursuit. Et en fait, maintenant, très facilement, non seulement je le dis, et en plus je dis pour qui j'écris, à qui je m'adresse, sans aucun problème. On en a parlé, c'est vraiment... C'est une libération pour moi. C'est une libération de dire, en priorité, j'écris pour nous. Pour reprendre... votre phrase pour nous et par nous, mais on a déjà emprunté. C'est hyper important de l'affirmer, parce qu'à force de l'affirmer, voilà, c'est important. Et toi, Kautar, est-ce que tu as eu ce questionnement, ou est-ce que c'était clair dès le début de se dire je suis romancière, je suis auteur? Je pense que c'était clair. Donc c'était clair aussi pour une raison très, très simple, c'est que je garde un souvenir extrêmement précis du travail fourni, en fait. Je crois que c'est quelque chose aussi sur lequel il faut revenir. Et je sais qu'à une époque, quand des gens se permettaient de critiquer mon livre sur des bases que j'estimais extra-littéraires, extra-textuelles, je pouvais dire très simplement, mais envoyez-moi votre livre, écrivez, et puis on discutera. Donc c'était très mal pris. Et je sais que souvent... certaines de mes attachées de presse me disaient « Non, Kautar, tu ne peux pas dire ça à une pauvre dame de 60 ans en librairie, ça ne se fait pas. » Et ça clive, ça peut être un peu... Mais c'est quelque chose que j'ai... dont je parle très facilement. Les heures de travail, les activités qui ne sont pas faites parce qu'elles sont délaissées au profit du travail concret qui se compte... en litres de café, mais aussi en heures passées, en inquiétude, en nuit blanche, en journée un peu... Et c'est normal, c'est le travail. Il n'y a aucune fierté ou honte à avoir de ce côté-là. Mais pour moi, c'est quelque chose qui compte. C'est quelque chose qui n'est pas volé ou inventé. Donc, c'est-à-dire que matériellement, la chose, elle est pleinement là, on en porte la trace. Voilà, des années où on a mal mangé, des années où on a mal dormi, des années où où d'autres personnes faisaient autre chose. On n'a pas exactement... Donc, moi, je suis très, très ancrée dans cette approche-là, vraiment très matérialiste de ce qui est fait. Et aussi, parfois, je me dis... c'est des catégories, après tout. C'est aussi des catégories. La catégorie écrivain ou la catégorie sociologue ou journaliste, elles sont aussi édictées par beaucoup de choses qui ne sont pas forcément faites au profit, ne serait-ce que des femmes. Si on prend ne serait-ce que cette catégorie-là, tous les débats étonnants, autrice, auteur, écrivain, écrivaine, bon, c'est quand même très, 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 très bizarre. Donc, moi, maintenant, je me dis simplement que je fais, en fait. Voilà, je fais, je produis. Je suis dans la production, je produis des choses, voilà, je tout simplement. J'écris et ça s'arrête là. Voilà, c'est ça. Et aussi quand même, et c'est bien de le dire aussi, tu vois, parce que au-delà de tout ce que tu racontes, et cette affirmation, elle est aussi renforcée, et c'est génial. Bah, surtout maintenant, tu vois, avec le recul, ce temps-là qu'on a pris pour produire et pour créer, et ben, elle est renforcée par le témoignage de gens aujourd'hui qui sont des gens entre 25 30 et 35 ans. Moi, qui me disent, c'est le premier livre que j'ai lu, ça m'a donné le courage de faire une carrière d'avocate, ça m'a donné le courage de... Quand je lis ces témoignages-là, ça me remplit, parce qu'il y a aussi cette dimension de... Ah, voilà, tu vois. Bah là, tu parlais de l'aspect utilitaire tout à l'heure. Moi, il est à cet endroit-là. C'est à cet endroit-là où je me dis, bon voilà, si j'ai pris toutes ces portes dans la figure et que ça a servi à ça, franchement, c'est génial, tu vois.
C'est vrai que je rejoins Kautar et Faiza pour ça, c'est que quand tu ne te sens pas légitime pour un taf, et quelque part, c'est vrai que tu réduis à zéro toutes ces heures de travail. C'est comme si tout ce que tu avais fourni... Je vais repenser à ça à chaque mais fois. c'est vrai. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai vu certains hommes blancs qui n'avaient pas le diplôme, qui n'avaient pas la formation, qui n'avaient pas le taf, qui avaient des qui se posent statuts. pas cette question. Et bien qui sûr. pas une minute. Pas une minute. Donc, Mais c'est aussi important quand on évolue dans des milieux justement dans lesquels on n'a pas forcément les codes, où on ne se sent pas à sa place. Avec le temps et l'expérience, tu commences à te rendre compte de tous les bluffeurs. Exactement. Et de toutes les arnaques, de tous les gens qui sont là. Tu vois, t'écoutes des gens parler de leur bouquin, moi. Et je me rends compte, en fait, que... ouvre le bouquin, tu vas voir, c'est nul. Et genre, dès que tu commences à te dire, ah, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est nul. Et c'est là que tu commences à gagner de la légitimité. Tu te libères un peu de certaines choses. Ouais, voilà. Et avoir les codes et appartenir, c'est pas forcément dire bien faire. On va garder ça, en tête. Du coup, on va parler un petit peu de votre actualité à l'une et à l'autre. Pour Faiza, il y a la sortie donc, du 6e roman, c'est ça, je ne me trompe pas. C'est ça. La discrétion. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Alors très vite, donc La discrétion, c'est un roman qui retrace le parcours d'une femme de 70 ans qui s'appelle Yamina, qui est une mère dans toute sa splendeur. Et j'avais envie d'abord de rendre hommage à cette génération, des générations de l'âge de ma maman. Je parcours toute son histoire, de sa naissance en Algérie colonisée à l'aube des années 50, à aujourd'hui, sa vie de mère à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Et comment être une fille de la guerre d'Algérie et un sujet colonisé, et d'élever ses enfants en France, donc eux, ses enfants sont nés en France, quelles conséquences ça a sur l'éducation qu'elle leur donne, ce que ça raconte de son rapport au pays dans lequel elle vit. Enfin, il y a toutes ces... C'est comme mon soleil, avec tous les satellites autour qui seraient ses enfants. Voilà, donc c'est un roman autour de cette question. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, c'est peut-être parce que j'y fais plus attention maintenant, qu'il y a de plus en plus de personnes de notre génération, plus ou moins, qui commencent à ou prendre conscience, ou du moins se dire qu'il faut mettre en avant aussi ces femmes, parce que quand on parle d'immigration, on parle souvent d'hommes, on parle des ouvriers, des mineurs, etc. Et à juste titre, on a raison aussi de leur rendre hommage. Mais du coup, les mères de famille étaient souvent oubliées parce qu'elles sont venues après pour certaines, même si certaines étaient aussi venues pour travailler plus tôt. Du coup, elles sont doublement oubliées, j'ai l'impression, de l'histoire générale et de nous, de nos histoires, et on les prend un peu pour acquis. Et ce qui est beau dans ton livre, c'est que voilà, on a vraiment toute sa vie, de sa naissance, de ce qu'elle rêvait étant petite fille. Et on se rend compte que ces mères de famille, elles avaient des rêves aussi. Absolument. Elles ont pu être amoureuses, elles ont pu ressentir des choses aussi, et forcément être tristes, malheureusement, avec l'exil et l'arrivée dans un pays qui... Ouais, je suis contente que tu dises ça, parce que c'était vraiment un de mes leitmotifs pendant l'écriture. J'avais envie qu'on la voie pas comme juste cette femme avec son foulard qui est effacée dans le bus, mais comme une femme avec des ambitions, qui a eu des rêves, et qui était pleine, quoi. Et justement, pour... raconter l'effacement, ça passe aussi par raconter ce qu'il y avait avant cet effacement. Et il y avait cette femme avec tous ses rêves. Et c'est un processus lent et complexe, l'invisibilisation et le fait que cette génération était tenue au silence. Oui, c'est ça. La discrétion, c'est pas que cette femme qui décide de... C'est pas qu'un petit trait de caractère. Voilà, de pas trop élever la voix, etc. C'est que c'est conditionné par tout un tas de choses aussi. C'est le résultat d'une histoire. Voilà. Tout à fait. En tout cas, nous, on vous encourage à le lire. Et je pense qu'on en parlera dans les pages de Diana dès la reprise. Merci. Et peut-être même qu'on en aura déjà parlé quand le podcast sera diffusé. Donc, voilà, à voir. Et toi, Kautar, du coup, est-ce que tu as un projet d'écriture en cours à venir ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu ? Je me suis beaucoup laissée prendre ces derniers temps par la rédaction de textes plus politiques, plus théoriques sur ce qui se passe actuellement en France, parce que je trouve que c'est vraiment difficile de vivre tout ça sans vouloir y intervenir. Donc, ça m'a pris un certain temps. Ils sont à chaque fois assez pertinents et bien vus, donc continue. J'en suis heureuse et honorée, merci. Mais je pense revenir à la littérature avec un texte. Je ne sais pas exactement comment en parler encore. Peut-être autobiographique ou autoportrait. Je ne sais pas encore exactement comment en parler justement, mais qui repose la question de
de l'autofiction. Je pourrais dire que c'est aussi une autofiction qui est très... voilà, ça m'intéressait pour plein de raisons différentes que je détaillerai pas forcément ici, le livre n'étant pas publié, n'étant pas encore... mais simplement parce que moi-même, je ne suis pas encore en mesure de comprendre ce que j'ai fait dans le cadre de ce livre, donc j'attends de le relire pour en être un peu plus convaincue. Mais je pense que c'est important. Je pense qu'on est nombreuses à remarquer qu'effectivement, cette rentrée littéraire, elle est très marquée par des problématiques qui n'émergeaient pas aussi clairement et qui n'étaient pas soutenues aussi fortement par des maisons d'édition centrales. C'était souvent voilà, des maisons d'édition peut-être un peu plus indépendantes, etc., qui prenaient à bras-le-corps ces thématiques-là, la question des maisons d'édition associatives, par exemple, notamment, qui faisaient un travail incroyable sur ces questions-là. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quelque chose dont je suis contente. Je trouve que ça nous donne des raisons de continuer à lutter comme on le fait toutes à nos échelles et avec nos outils. C'est que des choses qui étaient pour l'instant encore très marginales ou très marginalisées commencent de plus en plus à trouver une sorte de place au centre, c'est-à-dire à faire débat public. Et c'est important que ça se reconfigure dans ce sens-là, puisque de l'autre côté de la frontière, ça se reconfigure aussi très clairement avec un racisme de plus en plus affirmé, biologique, tout ce qu'on a pu connaître et qu'on reconnaît encore actuellement. Donc le rapport de force se construit, ça se construit aussi par l'approche littéraire, critique, artistique, et ils le disent eux-mêmes, si je parle de ces adversaires politiques qu'on a face à nous, la guerre est culturelle. La panique, elle est culturelle pour eux, etc. Donc je trouve ça très, très, très juste et très bien et très encourageant qu'on se situe aussi sur le plan culturel, que ce soit la culture légitimement populaire ou que ce soit des cultures plus savantes, plus scientifiques. Plus prestigieuse aussi. Plus prestigieuse en termes de hiérarchie. Même le fait d'exposer dans un beau musée. Complètement, tout à fait. Tout à fait, de gagner en centralité, bien sûr. Exactement. On s'impose. On va s'imposer. We have to. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On va peut-être passer aux recommandations directement. Nora, qu'est-ce que tu en dis ? Je dis que ça. vas-y. Donc, on vous avait demandé du coup de nous parler, alors ça va être hyper rapide malheureusement, mais de nous présenter une œuvre, un livre, un roman écrit par une femme nord-africaine, histoire qu'on ait un catalogue comme ça, le plus vaste possible au fil de toutes les émissions. Laquelle de vous deux veut commencer ? Kautar, vas-y. Je conseille, c'est en cette rentrée, voilà, j'espère que ce ne sera pas trop... je conseille la lecture du livre de Fatima Das, dont on a beaucoup déjà parlé dans la presse, dont on a parlé d'une manière qui est intéressante à observer, mais peut-être avant d'aller jusque-là, peut-être lire l'ouvrage de cette jeune écrivaine qui apparaît en cette rentrée littéraire. Voilà, je trouve que ça ouvre des pans nouveaux, inédits. Donc voilà, je conseille la lecture de la petite dernière. Ok, on la voit partout, effectivement. Voilà. C'était celui-là. Ouais. Mais Voilà. comme on en a Comme beaucoup quoi. parlé, je On en me a suis beaucoup dit, parlé. faut en parler, quoi. Et puis, on a été aussi, pour rebondir rapidement sur ce qu'on s'est dit au début de la conversation, sur le traitement qui est fait autour de cette romancière et de ce qu'elle incarne. Donc voilà, c'est important de la lire parce que c'est aussi un portrait de la complexité qu'on nous refuse. Donc je trouve que c'est au moins de ce point de vue-là, il faut le lire. C'est vrai que du coup, je ne l'ai pas encore lu, mais alors on la voit partout. Et forcément, de par ses identités multiples, on se doute que, en tout cas, certains médias vont apprécier le personnage pour ce qu'elle représente de complexe, etc. Et finalement, moi, j'ai peu vu des choses vraiment sur son livre. Donc ça m'a donné envie de le lire, mais pour savoir réellement de ce qu'il en est, parce qu'entre les portraits qu'on voit d'elle et la manière dont on parle d'elle, c'est assez intriguant et en même temps perturbant. Mais c'est bien qu'elle ait cette visibilité aussi, mais donc on va lire ce livre. Nora, est-ce que tu as quelque chose ? Moi, c'est pas une romancière, c'est Nouria Ouali, c'est une universitaire belge, sociologue. Et moi, je suis toujours en admiration face à ces femmes qui écrivent à froid, comme ça, avec une lecture et une écriture bien technique.
Et elle a fait un mémoire qui s'appelle « Les rapports de domination au sein du mouvement des femmes à Bruxelles ». Évidemment, comme vous savez, j'ai une partie de moi qui est à Bruxelles. Et elle explique très bien les rapports de domination des féministes blanches sur les femmes racisées. Et son mémoire est assez facile à lire, je trouve. Je trouve qu'il est... D'habitude, les textes universitaires, on se casse toujours les dents dessus parce que c'est technique, c'est complexe, il faut avoir la formation pour comprendre le truc. Et là, je trouve ça assez fluide et quasiment chaque paragraphe, elle a mis des mots sur des situations, sur des blessures, sur une réalité. Et voilà, moi aussi, j'encourage les auditeurs, auditrices à lire ce genre de texte parce que je trouve ça très éclairant et c'est la petite pilule rouge, comme on dit, pour mieux comprendre le système de domination. Et voilà, ce système aussi d'associations qui arrivent en white savior pour sauver ces femmes voilées qui ne savent pas lire et écrire, qui sont dominées par le système patriarcal. C'est très infantilisant, cette manière dont on parle à ces femmes racisées aussi, elle le montre très bien. Bref, je vous encourage et vous pouvez le télécharger. C'est Nouria Ouali et le titre, je répète, c'est « Les rapports de domination au sein des mouvements des femmes à Bruxelles ». Ok, on mettra les liens, les références On peut même en mettre description le PDF, je crois. en bas. Et moi, je vais parler brièvement d'un roman qui date absolument pas d'aujourd'hui, j'ai même pas l'année de publication, mais il est pas du tout récent, mais c'est moi qui ai découvert la romancière tardivement. Il est jamais trop tard. Le roman s'appelle Cérémonie, donc de Yasmine Chami Ketani, qui maintenant, je crois, ne s'appelle que Yasmine Chami, mais voilà, peu importe, qui est une romancière marocaine. Donc c'est dans mon processus de redécouverte d'auteurs et d'autrices marocaines, et qui raconte l'histoire de cette trentenaire, Khadija, qui vient de divorcer. On comprend que son mari l'a quittée pour une autre, etc. Elle retourne donc dans la maison familiale de ses parents. Et la cérémonie, c'est le mariage de son frère. Donc il y a la nouvelle épouse qui arrive, qui du coup, elle reprend le statut de femme de la maison presque. Et elle, en tant que divorcée, on comprend qu'elle est un petit peu... elle perd ce statut-là et elle redevient un peu enfant, en fait. En tant que célibataire, tu n'es plus... tu n'as plus le statut de femme, bien qu'elle soit mère de famille, ce qui est assez... ce qui est assez intéressant. Et c'est plein d'histoires de femmes. On a quelque chose qui survole comme ça la figure d'une tante qui ne s'est jamais mariée, elle, mais qui a gardé ce statut de reine-mère presque dans la maison. Et donc, c'est en parallèle avec elle, son vécu. On retrouve un peu... moi, j'ai retrouvé des ambiances de famille, de vacances au Maroc, avec une maisonnée comme ça, avec plein de femmes aux histoires différentes. Et en même temps, c'est assez triste parce qu'elle fait aussi le parallèle entre la mélancolie, la tristesse de la séparation et le deuil. Et puis surtout, c'est les normes sociales autour du mariage, du divorce, du célibat. Et j'ai trouvé ça très beau. Et donc, je vous le conseille. Tu rappelles le titre ? Cérémonie de Yasmine Chami. Et on vous remettra tous les titres, les liens, etc. en description sur Diana. Et puis, je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Et merci. Et merci à Faiza Again, Kautar Rachid d'être venue pour ce retour des Merci. conversations. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un plaisir. C'était un vrai plaisir. Merci Laura et Nadia. Vous revenez quand vous voulez. C'est ça. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.